Ma femme a dit, nous avons entendu dire que tu as acheté un Penthouse. Je vais emménager et nous ferons la paix. Elle souriait comme si de rien n'était. Mais quand elle est entrée dans mon Penthouse, elle s'est figée en voyant ce qu'il y avait. Ma femme m'a regardé droit dans les yeux et a dit, nous avons entendu dire que tu as acheté un Penthouse. Je vais emménager et nous ferons la paix. Elle l'a dit comme si c'était déjà décidé, comme si ma maison lui appartenait, comme si je devais être reconnaissant du privilège d'être utilisé à nouveau. Beverly se tenait là, avec ce faux sourire plaqué sur son visage, agissant comme si les 8 derniers mois de dispute et de manipulation n'étaient que de l'histoire ancienne. Mais alors qu'elle entrait dans mon Penthouse, son sourire s'est fissuré et a complètement disparu. Elle s'est figée. Pas à cause de la vue, ni du luxe, mais à cause de quelque chose de bien plus troublant. Quelque chose qui lui a immédiatement indiqué que tout ce qu'elle pensait contrôler était sur le point de lui échapper. Mon nom est Harold Pierce. J'ai 70 ans, je suis un ingénieur civil à la retraite qui a passé 40 ans à construire des ponts dans le Nord-Est. J'ai perdu ma femme Dorothy il y a 2 ans, emportée par un cancer, et 10 mois plus tard, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai épousé Beverly Martinez. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Après la mort de Dorothy, j'étais complètement anéanti. 43 ans de mariage ne s'arrêtent pas simplement parce qu'une personne cesse de respirer. J'errais dans notre vieille maison, parlant à sa photo chaque matin, gardant sa tasse de café sur le comptoir comme si elle pouvait revenir la chercher. Mon fils Vernon n'arrêtait pas de me dire que je devais sortir davantage, peut-être rejoindre un groupe de soutien pour le deuil. C'est là que j'ai rencontré Beverly. Elle avait 48 ans, disait avoir perdu son mari 3 ans plus tôt dans un accident de voiture. Elle était belle, bien habillée et semblait comprendre exactement ce que je traversais. Elle s'asseyait à côté de moi lors de ces réunions, me touchait le bras quand je parlais de Dorothy, me disait à quel point son défunt mari lui manquait aussi. Ses yeux s'emplissaient de larmes aux moments opportuns. Avec le recul, j'aurais dû savoir que quelque chose clochait quand elle a commencé à parler de mariage après seulement 4 mois de relation. « Harold, nous ne rajeunissons pas, disait-elle en me caressant la main. Pourquoi perdre du temps alors que nous savons tous les deux que nous sommes faits pour être ensemble? La vie est si courte et nous avons déjà perdu tant de temps. Elle avait cette façon de faire paraître tout urgent, comme si le bonheur nous filait entre les doigts pendant que nous hésitions. Vernon la détestait dès le premier jour. Il me prenait à part après son départ et disait des choses comme « Papa, quelque chose ne va pas avec elle. Elle insiste trop, trop vite. » Mais je pensais qu'il était juste protecteur, peut-être même jaloux que j'aille de l'avant sans sa mère. J'étais seul, flatté qu'une femme comme Beverly s'intéresse à un vieil homme comme moi. À 70 ans, on ne s'attend pas à ce que de belles femmes montrent beaucoup d'intérêt. Nous nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie au palais de justice. Rien d'extraordinaire, juste le juge, Beverly, moi et un témoin qu'elle avait amené, une femme nommée Lisa, qui prétendait être sa sœur, mais que je n'ai jamais revue après ce jour. Vernon a refusé de venir. Il a dit qu'il n'était pas prêt à me voir marié à quelqu'un d'autre. Son absence m'a blessé, mais j'ai compris. J'aurais dû l'écouter. Les problèmes ont commencé presque immédiatement après la lune de miel. Beverly a emménagé dans ma maison et a commencé à tout changer. Les photos de Dorothy ont été mises au rebut parce qu'elles donnaient à la maison un air de sanctuaire. Ces orchidées, celles que j'entretenais soigneusement depuis 2 ans, comme si elles étaient des fragments de son âme, ont été accidentellement trop arrosées et sont mortes. Beverly a dit qu'elle était désolée, mais qu'elle n'avait jamais eu la main verte. Les petites figurines en céramique que Dorothy collectionnait ont disparu une par une. Quand je posais des questions à leur sujet, Beverly avait l'air confuse et suggérait que je les avais peut-être égarées. Mais le vrai choc est venu lorsque Beverly a découvert l'existence du Penthouse. Vous voyez, Dorothy avait toujours rêvé de vivre tout en haut de la ville, dans un endroit lumineux avec une vue qui vous donnait l'impression de flotter au-dessus du monde. Quand nous étions jeunes et pauvres, vivant dans ce minuscule appartement du Lower East Side, elle montrait du doigt les grands immeubles et disait, un jour, Harold. Un jour, nous vivrons là-haut, avec toute cette lumière. Nous n'avons jamais eu cet appartement de son vivant. La vie a suivi son cours. Les enfants sont arrivés. Les responsabilités ont pris le dessus. Mais avant de mourir, affaiblie par la chimiothérapie, mais toujours féroce dans son lit d'hôpital, elle m'a fait promettre d'acheter ce Penthouse quand même, de vivre son rêve, même si elle ne pouvait pas le partager. Ainsi, 3 mois après les funérailles, je l'ai acheté,
un appartement de 2,5 millions de dollars avec des baies vitrées et une vue qui s'étendait de la rivière Hudson à l'East River. J'y vivais discrètement depuis environ 18 mois, faisant des allers-retours entre le Penthouse et ma vieille maison, incapable de me détacher complètement de l'un ou de l'autre. C'était mon sanctuaire privé, rempli de quelques affaires de Dorothy et de la paix dont j'avais besoin pour faire mon deuil correctement. J'y vivais depuis environ 6 mois quand Beverly l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Je ne sais toujours pas exactement comment. Peut-être avait-elle fouillé mon courrier, mes relevés bancaires, me surveillant d'une manière que je n'avais pas remarquée. Mais un jour, elle m'a confronté à ce sujet, les yeux flamboyants d'une colère que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu as acheté un Penthouse ? Un Penthouse de 2,5 millions de dollars ?» a-t-elle crié, agitant ce qui ressemblait à un relevé bancaire sous mon nez. « Et tu ne l'as pas dit à ta femme ? Qu'est-ce que tu me caches d'autre, Harold ?» J'ai essayé d'expliquer le rêve de Dorothy, la promesse que je lui avais faite dans cette chambre d'hôpital stérile, mais Beverly n'a rien voulu savoir. « Ta première femme est morte, Harold. Je suis ta femme maintenant. Ce Penthouse devrait être à nous, pas un monument à un fantôme. » La façon dont elle a dit cela, un fantôme, m'a profondément blessé. Dorothy n'était pas un fantôme pour moi. Elle était toujours la femme que j'aimais, toujours présente dans chaque rituel du café du matin, chaque soir où je lui racontais ma journée. Mais Beverly voulait effacer tout cela, faire de moi quelqu'un qui pourrait oublier 43 ans de mariage comme si cela n'avait jamais existé. C'est à ce moment-là qu'elle a formulé sa demande. Elle voulait que nous vendions ma vieille maison et que nous emménagions ensemble dans le Penthouse. Quand j'ai refusé, les choses ont vite dégénéré. Beverly a commencé par menacer de me quitter, puis a changé de tactique et s'est mise à pleurer, disant que je ne l'aimais pas autant que j'avais aimé une femme morte. Le yo-yo émotionnel était épuisant. Une minute elle criait, la minute suivante elle sanglotait sur mon épaule en disant à quel point elle se sentait seule et mal aimée. La manipulation s'est aggravée au cours des semaines suivantes. Elle évoquait constamment mon âge. À 70 ans, tu ne devrais pas vivre seul dans un endroit aussi grand où si tu avais une urgence médicale et que personne n'était là pour t'aider. Elle a commencé à insinuer que je devenais peut-être confus, que j'oubliais des choses, que je ne pensais pas clairement. Harold, chéri, tu sembles égarer beaucoup de choses ces derniers temps. Peut-être devrions-nous demander au docteur Peterson de t'examiner. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais de vrais problèmes. Vous voyez, j'avais entendu exactement les mêmes mots auparavant dans des affaires qui avaient mal tourné, dans des litiges contractuels où quelqu'un essayait d'imposer des conditions qui n'avaient aucun sens. Quelqu'un essayait de me faire douter de mon propre jugement, et c'est toujours la première étape pour prendre tout ce que vous avez. J'ai décidé de faire quelques recherches par moi-même. Ce n'était pas difficile. J'avais encore des relations de l'époque où j'étais ingénieur, des gens qui connaissaient des gens, des moyens de vérifier des antécédents auxquels la plupart des gens ne pensent pas. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Beverly Martinez avait été mariée auparavant à un homme nommé Eugene Richardson en Ohio. Eugene avait 68 ans quand il est mort, juste 3 ans après avoir épousé Beverly. Le certificat de décès indiquait une insuffisance cardiaque, ce qui semble assez naturel, mais la famille d'Eugene avait intenté une action civile contre Beverly quelques semaines après les funérailles. Ils alléguaient un abus financier sur personnes âgées, un vol systématique, la manipulation d'un veuf vulnérable. L'affaire a été réglée à l'amiable pour 200 000 $ avec tous les dossiers scellés et tout le monde lié par des accords de non-divulgation. Mais scellé ne signifie pas disparu. Pas si vous savez où chercher et à qui demander. Le neveu d'Eugene avait engagé un détective privé qui a tout documenté avant le règlement. Les signatures falsifiées, les comptes bancaires vidés, les changements soudains dans le testament d'Eugene alors qu'il montrait des signes de ce que son médecin a plus tard qualifié de possible confusion induite par les médicaments. Beverly était une professionnelle. Ce n'était pas un crime passionnel ou une femme désespérée faisant de mauvais choix. Elle ciblait les veufs riches par le biais de groupes de soutien pour le deuil, les épousait rapidement alors qu'ils étaient vulnérables et ne pensaient pas clairement, puis dépouillait systématiquement leurs actifs. Eugene Richardson n'était pas sa première victime, et je n'étais pas censé être sa dernière. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler comme un casse-tête que j'essayais de résoudre depuis des mois. Comment elle avait su exactement quoi dire à ces réunions de groupes de soutien, comme si elle avait tout répété avant? Comment elle avait insisté pour un mariage si rapide, utilisant ma solitude contre moi? Comment elle avait immédiatement commencé à m'isoler de Vernon et de ma petite fille Carole, créant des drames chaque fois qu'il voulait venir,
même comment elle avait découvert le Penthouse. Elle avait probablement fouillé mes documents financiers pendant des mois, cataloguant tout ce que je possédais. Mais j'ai découvert autre chose en enquêtant sur Beverly, quelque chose qui a tout changé et m'a fait comprendre que j'avais été protégé d'une manière que je n'avais jamais réalisée. Pendant que je fouillais dans le passé de Beverly, j'ai découvert que Dorothy avait aussi mené son enquête. Ma femme, ma vraie femme, avait engagé un détective privé 6 mois avant de mourir. Elle avait soupçonné quelque chose à propos du genre de femme qui pourrait cibler les veuves en deuil, et elle avait voulu me protéger de cette situation précise. Le détective, un type nommé Tony Morrison, avait compilé un dossier épais sur les individus prédateurs qui travaillaient sur le circuit des groupes de soutien, y compris plusieurs photos de Beverly Martinez à différentes réunions dans 3 États différents. Dorothy avait su, même en luttant contre le cancer, même alors que son corps la lâchait, et que chaque jour était une lutte juste pour rester consciente, elle avait vu le danger venir et avait essayé de construire des murs autour de moi. Elle avait laissé des instructions détaillées à mon avocat, Gerald Brox, ainsi qu'une enveloppe scellée qui ne devait être ouverte que si je me remariais dans les 2 ans suivant sa mort. J'ai appelé Gerald immédiatement. Il était notre avocat de famille depuis 15 ans, s'occupait de nos testaments et de nos contrats commerciaux, nous connaissait mieux que la plupart de nos amis. Quand je lui ai parlé de Beverly et de ce que j'avais découvert, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « Harold » dit-il finalement, sa voix lourde de quelque chose qui ressemblait à de la tristesse mêlée de soulagement. J'attendais cet appel. Dorothy a laissé des instructions spécifiques sur ce qu'il fallait faire si vous vous remariez trop rapidement. Elle était très préoccupée par ce scénario précis. Je me suis rendu au bureau de Gerald cet après-midi-là, les mains tremblantes. L'enveloppe que Dorothy avait laissée était de couleur crème, scellée à la cire rouge, mon nom écrit sur le devant avec l'écriture que je connaissais mieux que la mienne. À l'intérieur se trouvait un enregistrement vidéo que Dorothy avait fait durant ces dernières semaines, ainsi que des documents juridiques dont j'ignorais même l'existence. Sur la vidéo, Dorothy regardait directement la caméra, son visage amaigri, mais ses yeux vifs et déterminés. « Harold » dit-elle, et entendre sa voix à nouveau après 2 ans de silence m'a frappé comme un coup physique. « Si tu regardes ceci, tu es tombé dans un piège que j'ai essayé d'empêcher. La femme que tu as épousée n'est pas celle qu'elle prétend être. Mais ne t'inquiète pas, mon amour. Tout ce dont tu as besoin pour te protéger est ici. Je ne laisserai personne te faire du mal, même d'outre-tombe. » Les documents juridiques que Dorothy avait laissés étaient extraordinaires. Elle avait placé le Penthouse dans une fiducie irrévocable avec Carol comme unique bénéficiaire, gérée par moi et la sœur de Dorothy, Patricia Walker. Toute décision majeure concernant la propriété nécessitait l'accord des 2 fiduciaires. Beverly n'avait aucun droit sur le Penthouse. Il appartenait légalement à ma petite-fille de 9 ans, avec moi comme gardien jusqu'à ses 18 ans. Mais ce n'était pas tout. Dorothy avait également caché 6 millions de dollars dans divers investissements et comptes que Beverly ne connaissait pas. Elle avait bâti cette richesse discrètement au fil des décennies, ajoutant de petites sommes ici et là, réinvestissant les dividendes, achetant des obligations municipales pendant les périodes de taux d'intérêt élevés. Elle avait tout structuré de manière à ce qu'aucune seconde épouse ne puisse jamais y toucher. Chaque plan que Beverly avait élaboré, chaque document falsifié qu'elle pourrait créer, chaque manipulation qu'elle pourrait concevoir, tout cela visait des actifs qui étaient déjà hors de sa portée. Gerald m'a expliqué chaque document, expliquant comment Dorothy avait anticipé différents scénarios. Elle a pensé à tout, Harold. Même si Beverly obtenait d'une manière ou d'une autre une procuration sur toi, même si elle convainquait le tribunal que tu étais incompétent, elle ne pourrait pas toucher à la fiducie. Patricia a une autorité égale, et Patricia sait exactement qui est Beverly. Je n'avais pas parlé à Patricia depuis des mois. Pas depuis l'appel téléphonique gênant où je lui avais annoncé mon remariage. La sœur de Dorothy avait été polie mais froide, disant qu'elle espérait que je serais heureux, mais qu'elle pensait que j'allais trop vite. Maintenant je comprenais pourquoi. Patricia surveille Beverly depuis tout ce temps, a poursuivi Gerald. Dorothy lui a demandé de garder un œil sur toi, d'être prête à intervenir si quelque chose comme ça se produisait. Elle a tout documenté. Les tactiques d'isolement, les sondages financiers, même les tentatives de Beverly de monter Carol contre toi. Cela m'a durement touché. Carol était ma petite fille, la fille de Vernon, le point le plus lumineux de ma vie depuis la mort de Dorothy. Beverly avait subtilement empoisonné cette relation pendant des mois, faisant des commentaires sur le fait que je devenais trop vieux pour qu'on me confie une jeune enfant,
que je pourrais oublier de la nourrir ou la laisser s'éloigner. Elle avait même suggéré que Carol devrait commencer à l'appeler Mamie Beverly puisqu'elle était maintenant ma femme. Armé de toutes ces informations, j'étais prêt lorsque Beverly a joué sa dernière carte. Elle avait intensifié la pression depuis des semaines, alternant entre larmes et menaces, entre affirmations qu'elle s'inquiétait pour ma santé et exigence d'un accès immédiat à tous mes comptes. Le Pentouse était devenu son obsession. Elle passait devant en voiture. Elle consultait les valeurs immobilières en ligne. Elle faisait des commentaires sur l'espace que nous gaspillons en entretenant deux maisons séparées. Elle est venue au Pentouse cet après-midi-là, habillée comme si elle allait à une réunion d'affaires, son expression dure et déterminée. J'avais appelé Patricia et Gérald au préalable, leur demandant d'être à proximité, mais pas visibles. J'avais besoin de témoins pour ce qui allait suivre, mais j'avais aussi besoin que Beverly se sente assez confiante pour montrer son vrai visage. « Harold, j'ai été assez patiente, dit-elle dès que je l'ai laissé entrer. Je veux les doubles des clés de cet endroit et je les veux maintenant. Nous sommes mariés et j'ai le droit de vivre dans les propriétés que mon mari possède. Cette séparation entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie a assez duré. » Je l'ai regardée, debout dans la maison de rêve de Dorothy, exigeant les clés d'un endroit où elle n'avait aucun droit légal d'entrer, et j'ai senti quelque chose de froid et de calme s'installer dans ma poitrine. « Beverly, dis-je doucement, nous devons parler. Assieds-toi. » Elle est restée debout, les bras croisés, sa posture agressive. Je n'ai pas besoin de m'asseoir. J'ai besoin de ces clés, et j'ai besoin que tu arrêtes de me traiter comme une étrangère. Je suis ta femme. Non, dis-je, tu as besoin d'entendre ce que je sais sur Eugene Richardson. Le changement sur son visage a été immédiat et complet. La couleur a quitté ses joues comme de l'eau s'écoulant d'un évier. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Beverly avait l'air véritablement effrayée. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-elle, mais sa voix avait perdu toute son autorité. Elle ressemblait à une enfant prise en train de voler des biscuits. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti le dossier épais que mon détective avait compilé. Des photos de Beverly avec Eugene, des documents judiciaires du procès que sa famille avait intenté, des relevés bancaires montrant le vol systématique de ses biens au cours des 3 années de leur mariage. J'ai tout étalé sur la table de la salle à manger comme des cartes dans une partie de poker. J'étais enfin prêt à gagner. Eugene Richardson, 68 ans, décédé de ce que le certificat appelle une insuffisance cardiaque 3 ans après t'avoir épousé. Sa famille t'a poursuivi pour abus financiers sur personnes âgées. Tu as réglé pour 200 000 $ pour que tout s'arrête. J'ai gardé ma voix calme, factuelle, comme si j'expliquais un projet de construction à un client. Avant Eugene, il y a eu William Murphy en Floride. 72 ans, a perdu 1,8 million de $ à cause de toi avant que son neveu ne devienne méfiant et n'engage des avocats. Avant William, il y a eu Charles Davison en Pennsylvanie. Beverly a regardé les documents étalés sur la table, son masque tombant enfin complètement. Quand elle a levé les yeux vers moi, ses yeux contenaient quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une haine pure et calculatrice mêlée au désespoir d'un animal acculé. « Tu te crois si malin » dit-elle, sa voix devenant laide et rauque. « Tu penses être le premier vieil imbécile têtu qui a cru pouvoir me déjouer ? Ils se croient tous intelligents, Harold. Ils pensent tous voir clair en moi. Et tu sais quoi ? Ils finissent tous de la même manière. Fauchés, seuls et oubliés. C'est ce qui arrive aux hommes comme toi. » L'aveu flottait dans l'air entre nous comme de la fumée. Elle ne faisait même plus semblant. Elle me montrait exactement qui elle était, convaincue que j'étais trop vieux, trop faible, trop isolé pour y faire quoi que ce soit. Elle avait tort. Il y a plus, Beverly. J'ai attrapé l'ordinateur portable de Dorothy, que j'avais installé sur la table d'appoint plus tôt. Ma femme m'a laissé un message. J'ai appuyé sur lecture, et le visage de Dorothy a rempli l'écran. Même affaibli par les traitements contre le cancer, même parlant depuis ce que nous savions tous les deux être son lit de mort, sa voix était forte et claire. « Harold, si tu regardes ceci, la femme que tu as épousée s'appelle Beverly Martinez. Elle a systématiquement volé au moins 3 hommes âgés, et elle a peut-être hâté leur mort par manipulation de médicaments et isolement délibéré de leur famille. Elle t'a ciblé spécifiquement en raison de tes actifs et de ta vulnérabilité après ma mort. » Beverly a regardé la vidéo avec une horreur croissante, ses mains tremblant à ses côtés.
Quand Dorothy a expliqué la fiducie, les actifs cachés, les protections légales qui rendaient les plans de Beverly sans valeur, le visage de Beverly est devenu complètement blanc. Le Pantouse appartient à Carol, a poursuivi Dorothy sur l'enregistrement. Il est en fiducie depuis 6 mois avant ma mort. Les actifs de l'entreprise, les comptes de retraite, les obligations municipales et les portefeuilles d'actions que j'ai accumulés sur 40 ans, rien de tout cela n'est accessible à quiconque, sauf à Harold et à notre petite fille. Je t'ai déjoué d'outre-tombe. Qui que tu sois. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé Beverly. Elle fixait l'écran vide comme si elle ne pouvait pas tout à fait assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Le Pantouse appartient à Carol, dis-je doucement. Il est en fiducie depuis avant même que tu ne me rencontres. Les 6 millions de dollars d'actifs cachés, les portefeuilles d'investissement, même l'entreprise que j'ai bâtie sur 40 ans. Dorothy a tout structuré pour qu'aucune seconde épouse ne puisse jamais y toucher. Tu as passé 8 mois à comploter pour des actifs qui n'ont jamais été à ta portée. C'est alors que Beverly a complètement perdu le contrôle. Elle s'est jetée sur l'ordinateur portable, essayant de détruire les preuves, hurlant que je ne pouvais pas lui faire ça, qu'elle était ma femme légale et qu'elle avait des droits. J'ai attrapé son poignet avant qu'elle ne puisse saisir l'ordinateur. Et de près, je pouvais voir la folie dans ses yeux. La panique absolue de quelqu'un qui voit l'œuvre de sa vie s'effondrer. « Lâche-moi » a-t-elle crié, se tordant contre ma prise. « Je vais te détruire pour ça. Je dirai à tout le monde que tu es sénile, que tu m'as maltraité, que tu n'es pas apte à vivre seul. Personne ne croira un vieil homme confus plutôt que sa femme inquiète. » Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte. Vernon est entré, portant une mallette, suivi de Patricia Walker et de Gerald Brooks. Je les avais appelés après avoir regardé la vidéo de Dorothy, sachant que j'aurais besoin de témoins pour ce qui allait arriver, sachant que tout devait être correctement documenté. « Papa, ça va ?» Vernon s'est immédiatement mis à mes côtés, ses yeux observant l'apparence débraillée de Beverly et les documents éparpillés sur la table. Gerald s'est avancé avec un dossier en manille rempli de papiers à l'aspect officiel. « Madame Martinez, je vous signifie une procédure d'annulation. Votre mariage avec Monsieur Pierce a été obtenu sous de fausses déclarations. Vous avez 30 jours pour quitter toute propriété que vous occupez actuellement. » Beverly a regardé Gerald, puis Vernon, puis Patricia, comprenant enfin qu'elle était encerclée, déjouée, complètement finie. La prédatrice qui m'avait traqué dans les groupes de soutien pour le deuil faisait maintenant face à une défense coordonnée qu'elle n'avait jamais anticipée. « Ce n'est pas fini » a-t-elle grondé, reculant vers la porte comme un animal acculé. « Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Je me battrai. Je prendrai tout. » Patricia s'est avancée, sa voix ferme et calme. « En fait, Beverly, nous savons exactement de quoi vous êtes capable. Nous avons contacté les procureurs de district en Ohio, en Floride et en Pennsylvanie. Ils sont très intéressés par votre modèle de comportement à travers plusieurs États. L'abus financier sur personnes âgées devient un crime fédéral lorsqu'il franchit les frontières des États. C'est la dernière fois que j'ai vu Beverly en liberté. Elle a été arrêtée 2 jours plus tard pour bigamie. Il s'est avéré qu'elle était toujours légalement mariée à William Murphy en Floride, en plus d'accusations d'abus financiers sur personnes âgées, de fraude postale et de complot. Les autorités ont trouvé des preuves la reliant à 5 victimes différentes dans 4 États, avec un vol total documenté dépassant les 3 millions de dollars. La procédure judiciaire a duré 8 mois, mais l'issue n'a jamais fait de doute. Beverly a été condamnée à 8 ans de prison fédérale. Sa condamnation a ouvert les vannes pour que d'autres victimes se manifestent, et plusieurs familles ont récupéré des biens qu'elles pensaient perdus à jamais. Quant à moi, j'ai appris à vivre avec la honte d'avoir été assez stupide pour me laisser abuser par une prédatrice professionnelle. Mais j'ai aussi appris quelque chose de plus important, que l'amour peut vraiment transcender la mort quand quelqu'un se soucie assez pour construire des protections qui durent au-delà de sa propre vie. Vernon et moi avons reconstruit notre relation, lentement mais sûrement. Il est revenu en ville, a commencé à me rendre visite régulièrement, amenant Carol avec lui les week-ends. Nous nous asseyions dans le Pantouse dont Dorothy avait rêvé, jouant à des jeux de société et parlant de tout sauf de la femme qui avait essayé de détruire notre famille. Carol a 9 ans maintenant, brillante et curieuse, et complètement inconsciente qu'elle est la bénéficiaire d'un fonds en fiducie de 8,5 millions de dollars. Elle adore entendre des histoires sur la grand-mère dont elle se souvient à peine. Et parfois, quand elle rit de mes mauvaises blagues,
je jure que je peux entendre la voix de Dorothy dans le son. Je parle encore à la photo de Dorothy chaque matin. Je m'occupe toujours des orchidées que j'ai plantées pour remplacer celles que Beverly a tuées. Mais maintenant, les conversations sont différentes. Au lieu de la simple douleur, il y a de la gratitude. De la gratitude pour une femme qui m'a assez aimé pour mener des batailles que je ne pouvais pas voir, qui a construit des murs autour de tout ce qui comptait alors que je n'étais même pas conscient qu'une guerre était menée. Beverly pensait chasser un vieil homme seul avec plus d'argent que de bon sens. Mais ce qu'elle a trouvé en réalité, c'est une famille qui a refusé d'être brisée, un amour qui a refusé de mourir. Et des protections construites par quelqu'un qui a compris que le plus grand cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un est la sécurité qu'il ne sait même pas avoir. Chaque matin, je regarde la ville qui s'éveille en contrebas et je me souviens des derniers mots de Dorothy dans cette vidéo. Vite à paix maintenant, Harold. Tu l'as mérité.